Bien, je m'appelle Serge Rader, je suis pharmacien, lanceur d'alerte pour les journalistes que je connais. Et donc j'ai abordé le problème vaccinal en fin de carrière, parce que j'ai vendu des vaccins toute ma vie et je me suis aperçu que les choses ne sont pas celles qui sont annoncées par les institutions sanitaires. Et à la demande de responsables locaux, pour cette journée de la vaccination, de grosses manipulations de la population, eh bien je suis venu essayer de porter une autre parole que la pensée unique qu'on a l'habitude d'entendre dans ce genre de réunion. En fait, aujourd'hui, il y a deux citoyens. Il y a celui qui se laisse piquer sans broncher et sans poser de questions et se faire injecter n'importe quoi. Et puis en face, vous avez le deuxième type de citoyen qui pose des questions auxquelles on donne de fausses réponses et celui-là, il est immédiatement traité d'antivax. Donc je ne vais pas rentrer dans ce combat pro ou anti. Je vais aujourd'hui parler en scientifique, c'est-à-dire, je vais dire, est-ce que, moi je veux bien qu'on vaccine, mais que ces produits soient d'une qualité irréprochable. La médecine a toujours été de soigner une personne après l'autre. Ouais. Et tout d'un coup, maintenant, on vaccine tout le monde, on ne s'occupe plus de l'état de santé des gens, le médecin n'a plus rien à dire, il doit juste vacciner, ne pas faire un bilan avant, enfin, c'est de la folie. Là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que non seulement l'anamnèse n'est pas faite, oui, rien n'est fait. On pique. Le gosse, il a un. Hein, on le mesure, on le pèse et tout, il est en bonne santé, oh, il a un peu mal au ventre, c'est pas grave, et on plante. Hein, et on donne un produit unique, une formule unique, dont on ne connaît pas, on n'a pas fait les essais de tolérance de tous les produits. Et la liste s'allonge. L'Italie a déclaré, mais c'était la dernière fois, parce que maintenant il faut passer par le procureur, elle a déclaré pour l'année 2014, ça a été publié sur le rapport de l'Agence du médicament italienne en juillet 2015, près de 9000 cas d'effets collatéraux, dont 30% de graves, qui est bien sûr sous-notifié comme dans tous les pays, mais elle les a publiés avec le ROR, l'hexavalent, la varicelle, et puis le tétravalent ROR varicelle. Alors il y a une corruption mais colossale. Aujourd'hui, le monde pharmaceutique est le monde le plus corrompu qui soit avant les armes et avant le pétrole. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Ça rapporte, on a une idée des chiffres d'affaires. C'est 950 milliards le chiffre d'affaires mondial. Ce plan mondial, la fréquentation des hôpitaux, voilà. Etc. Tout ce qui est public, tu peux plus parce que tu n'as pas des pattes. Donc on veut dire que ceux qui ne seraient pas vaccinés, on pourrait les contrôler donc, par un système d'implants ou de nanoparticules, je ne sais pas quoi. Par des professionnels de santé. En tant que directrice par intérim du Change, j'ai l'honneur et la satisfaction d'introduire cette conférence sur le vaste débat de la vaccination dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination. Je vais être bref parce qu'il y en a sûrement qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de la vaccination, mais je souhaitais... C'est la nutrition, le sport, le sommeil, voilà, une bonne santé publique, le rôle des éducateurs libéraux qui travaillent en lien avec les acteurs de santé, rester en lien avec tous ces professionnels, la médecine de ville bien sûr. Il y a de ces missions, celle a prévu notamment quelques actions en direction de la vaccination. Ici Genevois organise avec l'association Vaccine Team un événement d'enjeu. La vaccination, témoin de notre histoire et symbole des progrès de la médecine, est un enjeu de la protection collective. La semaine de la vaccination, qui se déroule aujourd'hui dans près de 200 pays, nous en fait un petit rappel, avec pour objectif de mieux faire connaître les enjeux de la vaccination auprès du public. Et ça paraît beaucoup pour certains, c'est jamais qu'une toute petite dose. Mais je ne suis pas médecin et d'autres diront bien mieux que moi. Merci tous pour votre présence parce que vous allez être des vecteurs de communication, vous l'êtes sûrement déjà, mais souvenons-nous tous combien le vaccin est nécessaire. Merci à vous tous. Le premier constat, les couvertures vaccinales à 7 mois des nourrissons nés entre janvier et mai 2018 s'améliorent de façon considérable. Il justifie, s'il en était besoin, la décision d'élargir les obligations vaccinales. Pour ce qui me concerne, j'en suis totalement convaincu. Monsieur le professeur Fischer, professeur, chers confrères, chers maîtres, mesdames, messieurs, nous sommes honorés de vous voir ici grâce aux organisateurs.
féliciter, vous remercier pour ce que vous avez fait, parce que vous avez permis au pouvoir public d'avoir le courage, et il n'en a pas assez souvent, personnalités éminentes qui sont là, mais ensuite par la dynamique que la Vaccine Team, avec l'aide du SANJ, a su insuffler à cette initiative. Vous savez combien de fois on a entendu dire c'était mieux avant la chimie, avant les vaccins, avant les ondes. C'est malheureusement sans cesse qu'il faut argumenter pour rappeler que tout cela a apporté. Dans le même temps, la montée d'une certaine ignorance, la montée de beaucoup de confusion vis-à-vis de termes qui vous seront certainement développés cet après-midi. Par exemple, la différence, plutôt le rapport entre bénéfice-risque de telle ou telle initiative, fût-elle de santé publique, la différence entre danger et risque, la différence entre principe de précaution, je ne me pardonnerai jamais d'avoir un peu participé à cette initiative qui a consisté à le mettre dans la Constitution, principe de précaution et principe de prévention, la diffusion de véritables, si j'ose dire, fake news scientifiques, sans arrêt, par tous les médias, et essentiellement par la puissance des réseaux sociaux, qui donne en quelque sorte un carburant formidable à toute une mouvance qui, foncièrement ou non, s'organise en des sortes de sectes. L'Agence nationale de santé publique, l'établissement public administratif sous tutelle du ministre chargé de la santé, pour être très précis. Professeur Alain Fischer, si je vais rendre, spécialisé dans le droit de la santé et également vice-président du comité de protection des personnes sud-est site. Sachez-le, puisque Annecy est le premier à organiser ce territoire, à organiser une fête de la vaccination dans cette dimension. Donc, vous êtes en contact avec des bactéries et des virus très contagieux, pouvant entraîner atteinte cérébrale, surdité, complications pulmonaires, paralysie. Heureusement, nous sommes protégés. Je vais en quelques faire un petit peu une présentation de ce qu'est un vaccin, comment ça marche, puis en cours de développement, dont certains ont déjà été approuvés, sont déjà disponibles. Et en fait, le vaccin, c'est une préparation antigénique, donc en fait, on prend un antigène, c'est une portion d'un agent infectieux, une bactérie ou un virus. Ça marche grâce à notre système immunitaire, qui est un système qui est extrêmement efficace, qui fait que quand vous êtes en contact avec un agent infectieux ou avec un vaccin, vous êtes capable de garder la mémoire de cet agent infectieux. Et sur le petit schéma de droite, ce que vous voyez, c'est que si vous êtes à nouveau en contact avec cet agent infectieux, alors c'est important aussi quand on parle de vaccination de bien comprendre quels sont les objectifs de la vaccination et quels sont les objectifs d'un programme de vaccination qui va être décidé dans une politique vaccinale. On parle de protection individuelle, je me protège moi, je me vaccine moi pour me protéger moi, mais on parle aussi de protection altruiste, je me vaccine, mais aussi pour protéger les autres. Le vaccin, c'est le plus grand succès en termes de coût-efficacité, avec une maladie qu'on a réussi à éradiquer, la variole. On le reverra, on est aujourd'hui confronté à des épidémies de rougeole, mais la rougeole, comme la variole, c'est une maladie qu'on pourrait éliminer, voire à terme éradiquer. L'OMS estime que chaque année, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole permet d'éviter 2 à 3 millions de décès. Une maladie qu'on peut éliminer uniquement en vaccinant et en faisant des rappels de vaccination tout au long de la vie, donc vous polio avec des séquelles neurologiques qui peuvent être extrêmement sévères. Ce schéma illustre très bien l'efficacité de la vaccination. Dans les recommandations vaccinales françaises, on a ce qu'on appelle le calendrier vaccinal, donc qui en fait va proposer les vaccins de vaccination, c'est toute la vie, puisqu'on va avoir des vaccins au cours des 2 premières années de vie, mais ensuite des rappels à 6 ans, 11, 13 ans. Sans parler d'effets indésirables, puisqu'en fait aujourd'hui ce qu'on sait, c'est qu'en particulier en France, les gens se posent des questions sur la sécurité des vaccins. C'est bien beau, je veux bien faire vacciner mes enfants, mais quel est le risque? Et est-ce que finalement le risque n'est pas plus important que la maladie, puisque ces maladies ont disparu? Alors ce que je vous disais juste avant, c'est que les vaccins bénéficient d'une surveillance vraiment très détaillée, particulièrement importante, puisqu'on est encore plus qu'en thérapeutique devant la discussion de quel bénéfice par rapport au risque. Quand on est malade, on accepte un médicament avec des effets indésirables parce que finalement on n'a pas le choix, on est malade, mais quand on est en bonne santé
et qu'on vous administre un vaccin dans l'hypothèse d'une maladie infectieuse, ben, on n'accepte pas le risque. Donc c'est tout à fait logique. Signes généraux, en particulier de la fièvre, c'est fréquent. C'est entre 1 à 10% des personnes vaccinées qui vont avoir soit de la fièvre, soit des douleurs musculaires, une sensation de malaise. Les réactions allergiques, elles sont très rares. On ne va pas vous détailler tout ici, mais qui sont extrêmement bien connues. La suivante. Les vaccins sont sûrs, ça je pense qu'il faut vraiment être bien au clair avec ça. On a vraiment des données qui nous permettent de dire quels sont les effets indésirables. Il y a des effets indésirables, mais on connaît ces effets indésirables et on considère qu'ils sont suffisamment faibles pour que le bénéfice soit très largement supérieur à ces risques. Le département de la Savoie est un département qui n'est pas particulièrement favorable à la vaccination. On a des études qui montrent qu'il y a un gradient nord-sud. Le nord de la France est mieux vacciné que le sud. Malheureusement, la vaccination est l'objet de fausses nouvelles. On va dans un instant le contenu et les raisons de ces fausses nouvelles, mais qui obèrent la confiance en la vaccination. Et c'est comme dans les laboratoires qu'on prépare les vaccins, l'autisme provoque la vaccination. C'est une façon humoristique d'indiquer c'est pas plus sérieux que l'inverse. Les personnes qui ont échappé à la vaccination, donc ce sont les deux premières catégories, par exemple la coqueluche pour les tout petits bébés, ou l'importance de vacciner les parents, par exemple, certaines méningites, les personnes immunodéficientes. Je vais revenir un peu sur ces histoires de fausses nouvelles qui malheureusement embarrassent beaucoup justement le développement de cette politique. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose par contre d'important qui s'est considérablement développé avec Internet et les réseaux sociaux. Vous le savez, dans bien des domaines, la politique, etc., on entend beaucoup de fausses nouvelles, mais là, il faut savoir que la santé en général et la vaccination en particulier sont l'objet du plus grand nombre de diffusions de fausses nouvelles sur tous les systèmes existants. Ce n'est pas nouveau, depuis le début de la vaccination, Jenner, il y a 200 ans, lorsqu'il a développé la vaccine contre la variole, a été durement attaqué avec de fausses informations. La plupart, si ce n'est la totalité des fausses nouvelles, émanent de la communauté médicale et de la communauté scientifique. Soit de façon quasi intentionnelle, c'est-à-dire en trichant, c'est l'exemple de la rougeole et de l'autisme, je répète que ceci était totalement inventé, il n'y a aucune autre discussion, soit, c'est assez fréquent, ce sont des données scientifiques qui ne sont pas solides, qui ne sont pas de la très bonne science, des données pas très reproductibles, avec des problèmes méthodologiques assez sérieux, et qui donnent issue à des discussions. C'est typiquement le cas des adjuvants immuniques, qui est une affaire spécifiquement française, qui n'est pas rencontrée dans d'autres pays. Et puis de temps en temps, ça permet d'acquérir une certaine concomitance de deux événements. À peu près au même moment, on a commencé à vacciner contre la coqueluche, et on a observé un plus grand nombre de décès, pour en discuter si vous le souhaitez, des conflits d'intérêts, vente de produits naturels, de livres, etc., etc. Intérêt idéologique. Toutes sortes d'idéologies aujourd'hui utilisent des fausses nouvelles pour s'attaquer à la vaccination. C'est à la fois les milieux, je qualifie entre guillemets d'écolo-conservateurs, avec une philosophie naturaliste de retour en arrière, certaines visions religieuses dans différents types de religions, et aussi certains qui s'opposent par principe systématiquement à l'industrie pharmaceutique, qui par définition ne cherche qu'à gagner de l'argent, et pas ce qui est vrai, mais aussi nous aide en produisant des vaccins. Instrumentalisation politique, parce que malheureusement un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, notamment populistes, ont pensé qu'on pouvait surfer sur la vague de l'opposition à la vaccination, donc développent eux-mêmes des fausses nouvelles sur la vaccination. Je suis très précis, c'est factuel, nous n'avons pas ici un engagement politique quel qu'il soit, notamment au cours de la campagne électorale présidentielle de 2017. Madame Le Pen et M. Dupont-Aignan se sont fortement exprimés contre la vaccination, encore récemment pour Madame Le Pen. Il a été estimé, et c'est probablement juste, on en verra tout à l'heure, que cette forme de contrainte, c'est certes une contrainte, est aussi une façon de donner un signal fort sur l'importance de ces vaccins. 17, à peu près la même chose, vaccin obligatoire, le risque de la confusion, clairement une attitude assez hostile à cette possible décision. Un peu plus de politiques ont été assumées. Il y a des avancées, mais on va voir qu'elles sont encore marquées de certaines incertitudes. Et qu'il faut continuer à travailler, notamment, je pense que les recherches en sciences sociales une couverture assez large. Et comme le vaccin est un soin, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi une protection. Parce que on sait qu'on a un système juridique qui aujourd'hui encadre et protège les patients
quand il y a des difficultés par rapport à un acte de soin, par rapport à un médicament. On évoquait tout à l'heure le fait qu'un vaccin, comme tout médicament, a des risques qui sont relativement clairement identifiés. Eh bien, il va y avoir une protection des personnes, soit parce que, par exemple, le professionnel de santé commet une faute, il n'a pas vérifié qu'il y avait une contre-indication. À ce moment-là, si on a un accident médical parce que le professionnel de santé n'a pas vérifié qu'il y avait une contre-indication, le patient qui a subi un préjudice va pouvoir bénéficier d'une protection, d'une indemnisation. Une protection aussi dans la réglementation, ce qu'on appelle la réglementation des produits défectueux, on aura l'occasion d'en reparler. Si effectivement le vaccin a une problématique, soit le lot a une problématique ou de manière plus générale on a des effets délétères pour certains individus, il va pouvoir y avoir une prise en charge à ce niveau-là. Et puis, on évoquera, parce que c'est un soin, il y a une notion d'information. C'est sans doute là où il y a peut-être du travail à faire dans l'éducation des professionnels de santé. Le patient doit être informé, on verra peut-être, on aura peut-être l'occasion de revoir sur quoi il va être informé, et une notion de consentement. C'est là que ça peut paraître un peu antinomique avec le fait que ça soit une obligation. Il reste une notion de consentement dans le vaccin. Il reste un choix, simplement il y a des conséquences, il faut assumer ces conséquences individuellement ou collectivement. Donc, il a été fait le choix à ce moment-là de supprimer un petit bout du Code de la santé publique qui prévoyait une peine qui existait avant si on refusait de faire un vaccin obligatoire. Une peine qui était de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende potentielle. Les cas de condamnation de parents sur les refus de vaccination vont intervenir surtout quand on est dans un système plus global. Que nous sommes avec une vaccination, avec un calendrier vaccinal à respecter, avec des rythmes. Vous voyez de temps en temps des certificats de complaisance parce que des parents ne voulaient pas trop faire vacciner leur enfant. À l'époque, on n'était pas avec la vaccination obligatoire sur ce nombre de vaccins. Et ils disaient, écoutez, là, ils ne vont pas vouloir m'inscrire ou l'école me demande, vous ne pouvez pas dire qu'il a une contre-indication. Et on avait ce type de certificat en disant, non, l'enfant a une contre-indication, donc je ne le vaccine pas. C'était déjà très problématique. On a un autre type de certificat qui ont une vraie qualification juridique de faux, qui interviennent. Ce sont des certificats où on dit que l'enfant a été vacciné. Et où on inscrit sur le carnet de santé la vaccination de l'enfant avec une fausse étiquette. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, c'est pas complètement anodin. Si je refuse un vaccin, par exemple, eh bien, je vais engager potentiellement ma responsabilité, avoir des conséquences. Questions historiques sur la vaccination qui sont très favorables, plutôt pas favorables et pas favorables du tout à la vaccination. Et si vous voyez à la gauche de la diapo, les colonnes jusqu'à 2010, finalement, la population française était extrêmement favorable à la vaccination. 2010, il y a la campagne de vaccination sur H1N1. On voit aussi que 37% d'entre eux s'informent auprès d'Internet, et malheureusement, ceux qui s'informent auprès d'Internet, c'est souvent ceux qui sont les plus opposés à la vaccination, voire hésitants à la vaccination. Donc vous voyez qu'il y a eu un nombre de cas de rougeole très important et dont la majorité d'entre eux n'étaient pas vaccinés. On a essayé que ce qu'ils trouvaient sur Internet soit des informations validées et on voit que ça marche puisqu'on a plus de 5 millions de personnes qui se connectent. On a donné de l'information aux journalistes du Monde pour avoir une information qui soit un peu plus favorable. On a travaillé aussi avec des influenceurs. Et alors, ils pourraient traduire notre film dans toutes les langues européennes. On a la Pologne, la Lituanie, enfin un certain nombre de pays qui sont très intéressés par ce film qui est universel comme message. Les données définitives seront disponibles le mois de décembre. Donc il faut penser que pour ces enfants et leurs familles, c'est un gain incomparable. On a gagné, donc c'était pas encore obligatoire pour les parents, mais il y a quand même 2% de parents qui ont fait en moyenne. Il y a des départements pour lesquels c'est plus important, mais qui ont gagné. On a gagné 2%. Les prochaines communications vont prendre en compte ces 3 demandes. Et puis on compte sur tous les professionnels de santé pour relayer ces informations. Et puis sur la fréquentation du site, je vous en ai déjà parlé. Merci beaucoup, docteur, pour ce complément. Sur ce qui a été dit ici aujourd'hui uniquement. Merci, monsieur.
Oui, merci de me donner la parole. Serge Rader, je suis pharmacien, jeune retraité. Ce qui me laisse beaucoup de temps pour voir la problématique vaccinale que j'étudie de près depuis 6 ans maintenant. Et donc je vais aborder dans votre sens, professeur et Madame Lenné, parce qu'il existe aujourd'hui effectivement 2 types de citoyens. L'obéissant, celui qui se fait piquer sans cibler, sans savoir trop ce qu'on lui achète, et le deuxième citoyen qui pose des questions qui restent souvent sans réponse et qui est immédiatement traité d'anti-vax. Alors moi j'ai vendu des vaccins toute ma vie, d'accord? Et quelle est la question? Pardon. La question arrive, monsieur. Ah, merci. Pour abonder dans votre sens, c'est-à-dire soutenir la politique vaccinale, encore faut-il que ces produits soient irréprochables, de façon à certifier la sécurité. Or, si vous me laissez 2 petites minutes pour parler de la composition, je ne veux pas parler des composants qui sont dans les dossiers d'AMM des vaccins, dont on connaît unitairement le formol, le 2-phényléthanol, le polysorbate, les perturbateurs endocriniens qu'il y a dedans, j'en passe, et des meilleurs. Je me réfère à une étude récente qui a été menée et financée en partie par l'Ordre des biologistes italiens, qui est rendu actuellement public. Des procédures judiciaires devant le procureur de Rome ont lieu, et ça concerne des vaccins très courants, qu'ils ont analysés auprès de laboratoires très compétents, où on note, dans les 4 vaccins majeurs qu'ils ont fait, ils en ont fait une dizaine, l'absence d'antigènes, oui. Pas de rubéole par exemple dans le Priorix, mais où il manque 3 antigènes dans le vaccin Exion. Dans le vaccin hexavalent Infanrix, c'est une macromolécule insoluble. Dans le Tarbasil 9, il manque 2 lipoprotéines, la 11 et la 58. Par contre, on a trouvé la 20, qui n'est pas dans la formule. On a trouvé dans le Priorix des quantités énormes d'ADN fœtal. L'agence européenne donne 10 nanogrammes. On en a trouvé entre 1730 et 3700. C'est très important. Et donc, finissons par la question pour que le professeur Fischer puisse vous répondre. La question va avoir sa chute. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas une question, c'est assez soi-disant experts et spécialistes de la chose. On trouve dedans des protéines humaines, des protéines animales, de l'ADN étranger, alors de l'ADN, des rétrovirus, oui. C'est pas dans la formule, tout ça, des rétrovirus, de l'anémie infectieuse équine, de la leucose aviaire, l'endogène humain. On trouve dans le Gardasil des rétrovirus de la leucémie de la souris. On trouve 70 produits chimiques, dont des herbicides. Je peux vous donner les noms. On peut donner... Oui, mais c'est un débat. Alors, on n'est pas... Alors, j'en termine parce que tout ça va être livré dans la presse cette semaine. Et j'en termine parce que j'ai publié, c'est vrai, le professeur, un livre que toutes les rédactions et tous les responsables politiques, Monsieur Véran à l'Assemblée nationale, Madame la ministre Buzyn, l'ANSF, j'ai déposé une plainte pour la présence des nanoparticules dans les vaccins. Alors bien sûr, c'est un laboratoire étranger, donc en France, on est les champions du monde, en fait. Mais il se trouve que j'ai trouvé un laboratoire français qui dépend d'un ministère et qui a refait les mêmes analyses et qui a confirmé ces nanoparticules. Le dossier est en suspens depuis 13 mois à Bercy et depuis le mois de septembre. Alors, on n'a pas de nouvelles. Donc moi je demande aujourd'hui le principe de précaution, parce qu'on ne peut pas laisser. L'Italie a déclaré 9000 cas d'effets secondaires graves au vaccin dans le bulletin, dans le rapport de l'agence italienne du vaccin. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a donné ses conclusions en février l'année dernière sur les 7000 soldats qui ont été polyvaccinés et qui sont devenus cancéreux, dont 1000 sont déjà décédés. Très bien. Professeur Alain Fischer, la réponse, s'il vous plaît. Je vous ai laissé le temps de parole. Je voudrais savoir de ce qu'il pense, parce que vous allez... Oui, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il va vous répondre. Je vous propose... Merci. L'origine des fausses nouvelles et le fait qu'une politique de santé publique, c'est-à-dire la vie des enfants, la vie des adultes était en jeu face à cette politique de fausses nouvelles. Cette politique de fausses nouvelles, vous venez d'en avoir une excellente démonstration. Bravo.
parce que vous avez des liens d'intérêt jusqu'au plafond. Oh là là. Et il y a un site où vous pouvez regarder ça, j'ai regardé moi-même. Monsieur, vous avez tous des liens là vous n'êtes pas loin de la diffamation. Mais non, on les a, vos liens d'intérêt, ils sont là, vous voulez qu'on les donne. Comme vous les pensez, vous en avez tous ici. Allez-y. Est-ce que, docteur, professeur, pardon, est-ce que c'était votre réponse? On est d'accord? Très bien. C'est un papier dont la première auteur est paru dans les archives. Dans l'ancien hôpital. Voilà, je pense que vous savez. Je suis désolé. Mais vous n'êtes pas rien. Je suis vraiment désolé parce que c'est un outil pédagogique. Exactement. Mais je suis désolé, je vais regarder. C'est les archives de pédiatrie. Il a plus tué que la maladie à 18 mois, monsieur. Et là, à 18 mois, on l'aura bazardé. Et les prématurés, monsieur, savez-vous qu'on leur fait une double injection à 3 mois? Tout ce que fait un de ses prédécesseurs au début des années 2000. Oui, c'est un de nos confrères. Oui, absolument. Oui, qui nous a qui a fait énormément de mal. Dans la conférence. Je voulais avoir un petit peu votre retour par rapport à ça. Est-ce que c'est des choses qui arrivent très souvent, des réactions aussi violentes, et est-ce qu'elles sont forcément toujours injustifiées, ou est-ce que quelquefois il y a des questions? Ces réactions sont des épiphénomènes qui correspondent à un petit groupe de militants anti-vaccins qui existent depuis toujours et qui ne correspondent pas aux questions que se pose la population, qui sont légitimes. Les parents à l'égard de leurs enfants et pour eux-mêmes ont le droit de poser des questions sur l'efficacité et la sécurité des vaccins. Les gens qui sont intervenus là ne représentent qu'eux-mêmes et donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et vous les connaissez pas plus que ça? Si, je les connais parce que sont des gens, je les ai déjà vus dans d'autres contextes, mais ça n'a aucun intérêt. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a vraiment aucun intérêt? On parle d'études, on parle de choses... Non, mais parce que leurs études sont comme je l'ai dit, sont scientifiquement non fondées. Tout ce qu'ils ont raconté est faux. Parce qu'il y a eu des dizaines et des centaines d'études scientifiques dans le monde, de dizaines de milliers d'experts dans la vaccination qui contredisent des propos qui viennent de 2, 3, 4 personnes. Maintenant, ma question, c'est qu'un vaccin, c'est un produit industriel, comme tout produit, qui peut être sujet à des défauts. Et donc, on ne peut pas non plus nier, même s'il y a des contrôles, on ne peut pas nier qu'il y ait des problèmes qui puissent arriver. Et donc, il ne faudrait pas non plus que sous prétexte de fake news, que le moindre incident, on se dédouane en disant ça n'existe pas. Il faut savoir que comment on peut garantir les vaccins, comme ça a été dit très bien par un collègue, les vaccins sont extrêmement strictement contrôlés à toutes les étapes de la fabrication. Le vaccin est un médicament comme un autre, donc il peut y avoir un risque. On les connaît, les chiffres, depuis de très nombreuses années. Et on voit dans l'historique une baisse de ces risques. Les vaccins sont de mieux en mieux. Si on reprend le vaccin de la variole, qui est éradiqué aujourd'hui, c'est un vaccin qui avait des risques bien plus importants, mais qui a permis d'éradiquer la maladie. Et sur les nouveaux vaccins, parce que justement, la polémique, elle engendre plus dans le fait qu'on en met beaucoup à la fois, qu'il y a de nouveaux vaccins qui apparaissent. C'est tant mieux, la santé, c'est le progrès de l'histoire. Et d'autres qui ont été arrêtés parce qu'on n'en avait plus besoin. Du coup, on n'a pas forcément tout le recul nécessaire, même s'il y a des contrôles. Et la question peut se faire, c'est en cas d'accident. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y a des recours qui sont possibles. Est-ce que ces recours sont vraiment faciles à atteindre? Mais comme pour tout médicament, si vous avez le corps qui ne réagit pas comme on imagine, alors on parlait tout à l'heure des risques. Alors, il y a des risques qui sont bénins, si vous voulez, l'induration au niveau du nœud, on a piqué, etc. S'il y a des complications qui sont plus gênantes, elles sont connues, elles sont reconnues. Il suffit d'avoir une expertise qui va faire le lien entre cet effet et l'effet que vous avez eu et le vaccin que vous avez eu. Alors, le problème aujourd'hui, c'est si c'est connu, si c'est pas connu, si quelqu'un déclenche quelque chose qui n'arrive, comment il peut prouver s'il y a un lien de causalité? Souvent en matière je parle en hypothèse, mais il faut rester ouvert. Alors si vous savez que vous avez eu 10 millions de personnes qui ont été vaccinées et que ça n'a jamais fait ça, c'est sûr que ça va être plus compliqué de le prouver. Mais c'est pas impossible. Donc, il y a le droit va quand même avoir ce besoin de dire est-ce que je peux prouver un lien? C'est celui qui estime qu'il a subi un préjudice, pour n'importe quoi. Quand j'estime donc il va se retrouver isolé.
Ben, il y aura une expertise qui sera faite. L'expert, par ce médecin, va pouvoir, par le médecin expert, lui-même pourra être accompagné d'un médecin conseil, va pouvoir discuter scientifiquement. Est-ce que cet effet est possible suivant le mécanisme d'action ou pas? On dit scientifique, mais est-ce que scientifique, c'est simplement de regarder des statistiques passées, ou c'est scientifique en faisant des prises de sang, en faisant de l'analyse, en faisant... Parce que c'est ça. Le patient qui estime être lésé par un médicament, quel qu'il soit, hein, même si on n'est pas dans la question du vaccin, va pouvoir être assisté par un médecin conseil, va pouvoir amener des éléments de preuve qu'il souhaitera. D'accord, mais ma question c'est, il sera accompagné, je comprends que c'est la victime qui doit porter la preuve, mais ça coûte très cher de faire des expertises. Alors en général, aujourd'hui, quand on a une assurance, par exemple, la plupart du temps, quand on a une assurance, habitation, voiture, etc., on peut avoir un contrat de protection juridique qui va pouvoir prendre en charge les frais d'expertise. Donc on est bien d'accord, c'est la personne à engendrer les frais, à apporter la preuve de ce... Si j'accuse mon voisin d'avoir abîmé mon jardin, je vais bien devoir prouver qu'il a abîmé mon jardin. Si j'accuse un professionnel d'avoir abîmé mon corps, il va bien falloir que je le prouve. C'est exactement le même raisonnement. C'est pas celui qui... Sinon, je vous accuse de tout et n'importe quoi, et comment vous allez pouvoir vous défendre de ne pas avoir fait... Oui, mais c'est un petit peu contradictoire avec ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant que vous pouvez vous vacciner, il n'y a pas de problème, vous êtes couvert. Si la personne est malade, donc couvert, ça veut rien dire. Alors, en France, on a un régime, en matière médicale, on a un régime de responsabilité pour faute. Ça, c'est la première chose. Si le médecin commet une faute dans la vaccination. Dans ce cadre-là. Le deuxième système qu'on peut sur le produit, mettons qu'il y aura un produit on a le système européen de la protection suite à la directive des produits défectueux. Donc il a utilisé les arguments habituels faits par le lobby vaccinal, c'est-à-dire on cogne sur ce médecin britannique Andrew Wakefield, que je connais bien. J'ai passé 3 jours avec lui, il m'a raconté toute l'histoire. Il a publié, il est vrai, un article liant le vaccin ROR avec les inflammations intestinales et l'autisme. Mais il n'a fait aucune contrefaçon, il n'a pas triché. D'ailleurs, l'article a été signé par 12 de ses collègues, dont son chef de service, le professeur Smith. Et donc, il y a une cabale, parce que bien sûr, ça gênait les intérêts du vaccin ROR, de Glaxo. Et donc, ils ont monté toute une cabale, organisée par le patron du Sunday Times, James Murdoch, qui était membre du conseil d'administration de Glaxo, et pour un honoraire de 98 000 livres sterling par an. Et il a ordonné à un de ses journalistes, d'ailleurs c'est lui qui avait déposé plainte auprès du Conseil de l'Ordre pour le faire radier, alors qu'il n'avait rien à se reprocher, Murch a fait appel, et il a été réhabilité le 7 mars 2012. Et ça, aucun mot dans la presse, vous comprenez? Donc c'est insupportable. Et il n'y a eu aucune fraude, au contraire. Et la fraude, par contre, il y a eu une fraude, mais au CDC américain, c'est-à-dire à la pharmacovigilance américaine, qui, suite au méningite, après ce vaccin, a entamé une enquête et a fait faire une grosse enquête avec 3 co-auteurs, dont William Thompson, qui a tout avoué, et d'où le film Vaccine qu'il faut absolument voir, et que les autorités sont en train de censurer, mais on le diffuse sous le coude. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et donc, qui décrit la fraude du CDC américain, qui a camouflé l'incidence de l'autisme multipliée par 3,5 chez les Afro-Américains vaccinés avec le ROR. Donc voilà où est la fraude. Mais sûrement pas Wakefield, que je connais personnellement, et qui n'a là-dedans gagné aucune... Si, il a fait un impair. Il a fait juste un petit impair. Pour gagner du temps, il avait besoin de sang frais parce que lui, à l'hôpital royal libre de Londres, il n'avait pas de sang non malade. À l'hôpital, en principe, on y va quand on est malade. Et donc, il a demandé à un ami médecin de faire quelques prélèvements sur les amis de son frère lors d'une surprise partie. Et il n'avait pas déclaré la demande au Conseil de l'Ordre. Donc voilà le seul impair, il m'a dit, c'est le seul impair que j'ai fait. Mais tout le reste, c'est de la diffamation. Et donc c'est l'argument majeur qu'ils utilisent. D'ailleurs, je fais une émission lundi sur une radio indépendante, sur une télévision indépendante à Paris, et je vais reparler du cas Wakefield. Il a parlé de la rougeole. Attendez, soyons sérieux. Aujourd'hui, les 2 pays qui ont le plus gros, le cas de rougeole, 2800 cas cette dernière année
du 1er février au 31 janvier de cette année. 2800 cas en France, 2632 en Italie, 2 pays qui ont l'obligation vaccinale. À des taux jamais atteints. En 2003, à 2 doses, on vaccinait à 5 ans à 28%. On était à 83% en 2013 et actuellement, on est, puisque ça a augmenté avec l'obligation, on dépasse largement les 90%. Donc plus on vaccine, plus le virus circule et plus il y a des flambées. D'autant plus que la souche qui circule actuellement, c'est la souche, il y a 26 souches. Et la souche exacte, c'est la B3 qui circule. Et elle ne répond pas au vaccin. Donc on nous raconte n'importe quoi. Je connais Accoyer. Monsieur Accoyer, c'était l'homme à tout faire de l'industrie pharmaceutique. Vous savez qu'il y avait 70 députés qui faisaient partie de la commission médicaments, et c'est uniquement du lobby. Et il était dedans. Donc je connais Accoyer depuis qu'il était tout jeune, depuis au moins, enfin depuis très longtemps. Il a fait du chemin à l'UMP. Donc si vous voulez, Monsieur Fischer, eh bien il est aux ordres. On ne donne pas des 100 000 euros comme ça pour critiquer la politique. Donc pour vous, il a touché 100 000 euros. Il a touché 100 000 euros de Sanofi de prise, oui. Tout à fait. Et ça, c'est prouvé, donc c'est... Ah ben c'est dans les annales. Vous tapez Fischer, donc Fischer, Sanofi, Fischer Pasteur. a touché 100 000 euros. Absolument. Et normalement, mais il pas devrait que de Sanofi. Oui. Il a aussi touché de l'Institut Corps en Allemagne. Il a touché aussi, au début des années 60, qui avait demandé au laboratoire d'arrêter de tripatouiller les virus, parce que ça va nous retomber sur la gueule un de ces 4 matins. Et d'arrêter de fabriquer des virus, alors qu'on est en plein dedans. On a un Ebola qui est mortel à 70% par mutation génétique. Mais il y a un fou là, un américano-japonais, je crois qu'il s'appelle Kawaoka, à l'université de Wisconsin. Il y a un département où ils ont tous les microbes là. On a le formol, il est cancérigène. Il y a 2 perturbateurs endocriniens, c'est le polysorbate 80 et le 2-phénoxyéthanol. Il y a du phénol. Dans le MMR, il y a du thiocyanate de potassium, cyanure. Donc on met de la cyanure, on met il y a du formol, on entend ça, on met des produits qui sont vraiment très toxiques, du mercure. On ne la connaît pas. Les tests de tolérance ne sont pas faits. Et puis les mélanges. Le mercure et l'aluminium, c'est un détonant. C'est terminé. Il n'y a plus. Parce qu'ils ont réussi de dire que quand il y a des tests, des traces d'aluminium, ils ne sont pas obligés de le mettre dans la formule. Pourquoi ? On a fait faire 16 examens dans un laboratoire allemand avec les compositions et les vaccins antigrippe sont les plus dosés. On trouve jusqu'à, je crois, de mémoire, 12 ou 14 microgrammes par litre de mercure. Dans l'antigrippe. Absolument. La Furia et l'autre, c'est là. Et il y en a pas mal dans Exion aussi, que j'ai cité cet après-midi. Je crois qu'on est à 8-9. Et on utilise toujours les dérivés mercuriels dans le process de fabrication, parce que ça coûte très cher. Quand vous faites une cuve de 5000 litres de vaccin, il y a du pognon. Donc on utilise, ils n'ont pas trouvé mieux pour l'instant, pour la conservation du produit. Et ensuite, ils l'éliminent à la sortie, avant de mettre en seringue. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à l'éliminer totalement. Donc le mercure, il sert à la conservation. Absolument. Pour éviter les développements microbiens dans la phase de fabrication. Et après, il est censé être retiré, et c'est là qu'il... Et il reste des traces. Et ils ont obtenu de ne pas le mettre dans la formulation. Donc, parce que là, toutes les formules que j'ai données tout à l'heure, il n'y en a aucune qui rentre dans la formulation. Donc c'est pour Ce ça sont des citoyens qui ont financé 50 000 euros de recherche avec des laboratoires indépendants. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a des couilles, qui est le sénateur Vincenzo D'Anna, qui est président des biologistes italiens, Conseil de l'ordre. Alors là, c'est haro sur lui. Hein. Vous avez la liste là. Alors, vous l'avez voulu la montrer, la liste de tous les produits qu'on retrouve dans un vaccin. Ça, c'est la liste officielle. C'est-à-dire, si on prend tous les vaccins et qu'on fait la décomposition de toute leur composition qui est déclarée, on arrive à ça. Mais il y en a beaucoup plus qui ne sont pas déclarés. La nanoparticule, c'est l'ordre du milliardième de mètre. Alors que la microparticule, c'est l'ordre du millionième de mètre. Donc là, ce qu'on trouve dans les vaccins, on trouve des agglomérats
qui font jusqu'à quelques microns, et puis après on les décompose. Et là, je suis en nanoparticules entre 5 et 27. Donc c'est vachement toxique, car très pénétrant. Donc elles attaquent chaque cellule au niveau de l'enveloppe, de la membrane, au niveau du cytoplasme, au niveau des mitochondries, au niveau du noyau cellulaire, et elles vont jusqu'à jouer sur la double hélice d'ADN. Donc la nanoparticule est tellement petite qu'elle est plus petite que la cellule. Et elle vient, et c'est ça le danger. Jusqu'à l'ADN, t'imagines? Ça manipule. Mais bon, comment on peut expliquer que c'est quelques milligrammes qu'on envoie, à la rigueur ça attaquerait quelques ADN, mais ça peut pas, ça peut attaquer tout le corps. Non, ça fait, des fois ça fait rien. Les individus réagissent pas pareil. Si ça reste à l'injection, au point d'injection, et que ça se balade sous la peau, etc., bah, ça vous fait une allergie. Ça vous fait tout un problème d'eczéma, ça vous fait une dermatite, etc. Après, si ça commence à se balader, bah, ça peut aller sur n'importe quel organe. Et par contre, là où ça fait un tissu inflammatoire. D'où un tissu granulomateux et tout, qui va se dégrader avec le temps en cellules cancéreuses. Donc ça peut créer des cancers. Absolument. Absolument. C'est un petit peu comme l'image d'une huître qui aurait un petit grain de sable et puis qui formerait sa perle, quoi. Mais on ne sait pas où... Quand ça fait un tissu granulomateux au niveau d'une artère, par exemple, ça peut provoquer de l'athérosclérose. Parce que l'athérosclérose, c'est pas le cholestérol. Hein. Il n'y a pas de cholestérol dans la plaque d'athérome. Donc les scléroses en plaques peuvent avoir comme source, comme origine des vaccins. La sclérose en plaques, c'est une attaque de la myéline. Alors là, il y a plein d'hypothèses. Là, je suis en contact avec une équipe indienne là, qui travaille sur la similitude de structure protéique entre le virus de la rougeole et la structure protéique de la myéline. Ce qui fait que quand on injecte le vaccin, eh bien, notre système immunitaire va réagir, mais il ne fait pas la reconnaissance entre la myéline et le virus, ce qui fait qu'il attaque les deux. Et donc vous avez les maladies démyélinisantes à partir de celui-là. Ça fait la même chose avec le Pandemrix, le vaccin de la grippe, là, qui était avec une huile, je ne sais plus, je crois que c'était l'OS3, comment elle s'appelle l'huile, le squalène. On a du squalène naturel dans le corps, hein, qui dérive du cholestérol, de la vitamine D, etc. Et bien, dans le vaccin, il y a du squalène aussi, de façon importante. Hein, c'est l'huile qu'il y a dans le vaccin. Quand vous injectez, le corps vient réagir, il vient attaquer le squalène du vaccin, mais il ne fait pas la différence entre l'endogène et puis le squalène. Et paf, ça vous refait encore une maladie auto-immune. Donc les maladies auto-immunes, parce qu'il y a plein de gens qui ont des déclarations d'auto-immune, diabète, maladie auto-immune, maladie inflammatoire, tout ce qui est rhumatisme, etc. Et puis l'Alzheimer, parce qu'il y a aussi une épidémie d'Alzheimer. Il y en a de plus en plus. On dit parce que les gens vivent de plus en plus longtemps, ça s'observe maintenant, avant c'était le gaga. Intoxication aux métaux. Vous avez Parkinson et Alzheimer. Donc c'est le professeur Dartig, mais ça a été conforté par un chimiste que je connais bien, le professeur Picot, et puis par un autre, Berton, qui ont confirmé, par une étude qui a été publiée dans le François, je crois à l'époque, c'était en 98. Et je crois que c'était Kouchner qui était ministre à l'époque. Eh bien, il a démontré, parce que la norme pour l'eau du robinet, c'est 200 microgrammes au litre. Et ils ont démontré, après 2 ans d'études, qu'à partir de 100 microgrammes, on doublait l'incidence de l'Alzheimer. Mais 100 microgrammes de quoi? 100 mg d'aluminium. C'est l'aluminium. Oui, l'eau du robinet, on est d'accord. Hein. Oui, oui. Parce que nous, à Paris, on utilise sulfate de fer. Mais en province, il y a 16 millions de Français qui boivent de l'eau aluminique. Mais avez-vous cet aluminium? Il est rajouté ou il est dans... Oui, c'est pour décanter l'eau. Il est rajouté dans les stations On rajoute de l'aluminium dans le traitement d'eau. Ouais. 3 professeurs, CNRS et INSERM, qui vous disent, les 3 qui confirment. Et vous savez ce qui s'est passé? Dès que ça a été publié, immédiatement Kouchner a appelé Dartig en disant tu veux tes financements pour ton labo là? Bah, tu me fais une déclaration et tu passes ce soir même
dans la journée, tu passes ce soir même sur TF1 démentir tout ce que tu as raconté dans l'étude. Mais il l'a fait. Et les mecs, mais oui. Mais actuellement, Exley, on lui a coupé les vivres. Comme on a coupé les vivres à Gherardi, comme on coupe les vivres. Moi, j'ai un ami, directeur de recherche, qui travaille sur les chantraines, sur le carbone. Il a prouvé sur 69 enfants, tous asthmatiques. Il a analysé les biopsies pulmonaires qui lui ont été remises par les hôpitaux. Il a fait des travaux magnifiques de photographie, et il a trouvé des nanotubes de carbone qui proviennent des tuyaux d'échappement des voitures. Les vaccins utilisés en vétérinaire seraient moins toxiques que les vaccins humains? Alors là, j'en ai un, parce que vous savez que l'aluminium des vaccins, notamment chez les félins, mais maintenant il y a une étude qui a été faite en Espagne récemment, le type a publié une première fois et maintenant ils n'arrivent plus à publier dans le Lancet, etc. parce que voilà, ils ont fait la preuve sur les moutons maintenant. Et donc, on retire l'aluminium de quasiment tous les vaccins. Toute la gamme, les 9 vaccins de la gamme PureVax, anciennement Merial, qui a été racheté par Boehringer Ingelheim. D'ailleurs, ils en font la pub. On n'a pas d'adjuvant chimique dans nos vaccins. Pour animaux. Pour animaux. C'est fou, ça. Donc, ils ont retiré l'aluminium des vaccins vétérinaires parce que ça faisait des fibrosarcomes chez les félins. Et j'en ai parlé avec plusieurs vétérinaires, parce que je vais vérifier quand même mes infos. Et effectivement, depuis plusieurs années, ils n'ont plus de fibrosarcome chez les félins, parce qu'il n'y a plus d'aluminium dans les vaccins. Actuellement, la loi fixe un minimum pour les déodorants à l'aluminium, hein, l'aluminium étant un déodorant, bloquant la transpiration. Donc on va aller à la suppression de l'aluminium dans les déodorants. Mais pas quand ça rentre dans le corps, donc c'est une aberration. De l'extérieur, on dit que c'est dangereux, il faut arrêter, mais à l'intérieur, on tolère. Attendez. Exley a trouvé de l'aluminium dans les cancers du sein chez la femme. Quand je disais ça à Fleuret, à un congrès médical il y a 3 ou 4 ans, ils me riaient au nez. Ils en trouvent dans les cellules, dans la microglie cérébrale, hein, dans les cellules qui font les réparations de la myéline, etc., dans la signalétique des synapses nerveuses. Ils trouvent dans 3 types de cellules, hein, les gliales, ça s'appelle les cellules gliales non nerveuses, de l'aluminium.